Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler de l'actualité cinéma et séries en une petite vidéo. On va essayer de tenir en moins de 10 minutes. Vous savez si on a réussi, nous on sait pas, on commence l'enregistrement. Évidemment, pour ça, je reçois un invité de marque. Je reçois le pivot des New York Knicks, de Karl Anthony Kerr. Comment ça va, mon cher Kerr? Bah, ça va super bien. Bonjour à tous, très content de vous retrouver donc sur cette vidéo news. Et mon cher Greg, j'ai envie de commencer cette vidéo news par le point pognon. Point pognon avec... C'est ce qui t'intéresse le plus? Non, mais c'est par ça que Il y a traditionnellement, des fois, je nous te commençons dis, les ça vidéos va, news. alors la santé, la famille, etc. Et toi, bah, le point pognon, je vous t'en parle. Ah mais moi on me demande comment ça va, je dis bah écoute ça va plutôt pas mal, le box-office du week-end était bon, notamment pour Venom, etc. Enfin, Alors bref, soyons sérieux et revenons donc à nos moutons et revenons plutôt à notre pognon avec donc la sortie de l'événement qui n'en est pas un. Et c'est bien le problème. Red One, énorme film hollywoodien au budget pharaonique, mon cher Greg, puisqu'il a 250 millions de dollars de budget le machin. Donc c'est bon gros budget, avec au casting Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons, Christopher Iju qui jouait dans GOT. On a aussi Marie-Elisabeth Ellis, Kiernan Shipka, enfin bref, il y a plein de noms connus. Et donc gros film américain porté à bout de bras, et pour lui c'est pas très compliqué, par Dwayne Johnson, qui a fait une promo qui était lunaire. Parce qu'en fait, il a fait donc plein d'interviews, plein de plateaux où il a expliqué que Red One, c'était vraiment le sommet des films hollywoodiens actuellement. En termes de qualité, en termes de spectacle, c'était vraiment un énorme kiff. Il a dit par exemple un truc lunaire quand il a vu, je sais plus quel film il a vu en IMAX. Il est sorti et il a dit, bah vous mettez Red One en IMAX, c'est le plus grand spectacle ever. Le truc qui est cocasse, c'est que au même moment où Dwayne Johnson était en train de vraiment faire les louanges de son film, ce qui est tout à fait compréhensif, hein, il fait la promo, les critiques sortaient. Il Et est les critiques, littéralement payé pour ça. oui, bah oui, oui, mais oui, c'est son boulot. Mais le truc, il en a un peu trop fait. Et le truc, c'est que les critiques sortaient au même moment, et les critiques, elles ont torpillé le film, alors quelque chose de vraiment salé. Et du coup, on était un petit peu inquiet pour sa sortie en salle. Et ça s'est confirmé, puisque pour son premier week-end aux États-Unis, Red One a fait 34 millions de dollars. C'est très peu, et c'est très problématique, parce qu'avec un budget aussi gros que celui-là, Red One est obligé d'engranger énormément très vite, parce qu'il y a deux mastodontes qui vont lui rentrer dans l'art, un la semaine prochaine, un là dans 2 semaines. Le premier, c'est Gladiator 2, qui sort beaucoup plus tard qu'en France, aux États-Unis. C'est un peu étonnant. En France, il a déjà eu le temps de bien marcher. Et il a eu plus de 10 jours d'avance par rapport aux Américains, sans prendre en compte les nombreuses avant-premières, mais ça, j'en parlerai après. Et du coup, bah, Red One, la semaine d'après, Gladiator 2, qui va le torpiller totalement. Et la semaine d'après, on va avoir un duel très intéressant entre Gladiator 2 et Vaiana 2. Alors vous allez me dire, c'est pas le même public, mais le problème c'est que par exemple l'IMAX, il y a des cinémas qui vont choisir plutôt l'un que l'autre. On sait l'importance qu'a Disney dans le poids des discussions avec les différents cinémas. Donc ça va être très intéressant à suivre. Ça va être un des beaux duels de cette fin d'année. Très clairement pas les mêmes films, mais deux potentiels mastodontes au box-office. On verra qui s'en sort le mieux, mais en tout cas celui qui ne s'en sortira pas bien, c'est Red One, donc le film produit par Amazon. Et alors, remarque, déjà on n'entend pas du tout parler de ce film ici. Je ne sais pas toi, mais moi si je suivais pas l'actualité du cinéma américain, ici rien. Et Chris Evans, mais qui choisit les projets? Est-ce que c'est lui? Est-ce que, enfin, c'est une catastrophe là. Les très gros films que fait Chris Evans, s'ils enchaînent, c'est des très mauvais films. Voilà. T'en penses quoi là de Red One? T'es inspiré ou pas?
Bah, j'ai pas l'impression. Et pour revenir sur Chris Evans, j'avais entendu une remarque d'un insider qui disait qu'il avait juste pas beaucoup de propositions. Donc je pense que c'est surtout ça le problème. C'est qu'il a peu de propositions, des trucs qui sont pas sexy. Et que bah, l'un traîne l'autre en fait. Si tu fais des mauvais films, on te propose des mauvais films. Je suis d'accord. Et si on se peut là glisser une remarque, il était tout en haut, je trouve, avec Henry Cavill quand Endgame est sorti, dans vraiment les acteurs qui pesaient pour moi très très lourd à Hollywood, et pas que pour moi. Hein. Et je trouve que l'après Endgame d'Evans, c'est très compliqué. Il a, alors comme tu l'as dit, enchaîné des projets. Et encore pire pour Cavill. Non, Cavill, ça va. Alors, il enchaînait tout, tu vois. Mais je dis ça parce qu'il n'est pas dans le film. Ah oui, non, mais non, je veux dire d'Endgame. Faux fan de Marvel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans... Tu es pris, tu n'as jamais vu ces films. Arrête. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où Evans était au sommet avec Endgame, l'autre acteur qui pesait très très lourd à ce moment-là, et qui était vraiment dans une vague très très positive, c'était Cavill. Et là où c'est cocasse, c'est que Evans dans Deadpool et Wolverine, au final, a moins fait parler qu'un Cavill dans Deadpool et Wolverine. Donc, il est pas du tout dans une bonne dynamique, et c'est dommage parce que il avait su nous montrer dans certains films ou certaines séries, hein, notamment sur Apple, ou dans des films comme Mary, qu'on avait critiqué sur la chaîne, si vous voulez voir la critique d'ailleurs, il y a encore, je pense. Et c'est un bon acteur, Chris Evans. Donc voilà, qui choisisse mieux. Il aurait dû choisir de faire la saison 4 de Witcher. Evans. Ouais. Ça aurait été drôle qu'Evans remplace. Ouais. Autre truc, on va aller en France. Le film L'Amour ouf continue de cartonner 3 millions d'entrées déjà, voire même plus maintenant. Et autre truc à dire aussi, c'est que Gladiator 2 a fait le meilleur démarrage de l'année. Alors je crois qu'il y a Vice Versa 2 qui est devant, mais ça c'est côté animation. Et il a profité de quelque chose qui est chouette, c'est le week-end du 11 novembre. Et en fait, c'est une habitude, hein, pas malheureusement, mais maintenant en France, c'est qu'il y a énormément d'avant-premières au moment du week-end du 11 novembre. Et comme les avant-premières comptent dans le total des entrées du jour de sortie, donc du mercredi, et ben Gladiator 2 a des chiffres absolument énormes, puisqu'il y avait une pléthore d'avant-premières le samedi. 9, le dimanche 11 novembre et le lundi 11 novembre, qui a permis donc à Gladiator 2 d'avoir beaucoup d'entrées et de faire plus de 300 000 entrées, presque 400 000, juste donc pour son officiellement jour de sortie qui était le mercredi. Mais vous avez bien compris qu'avec la tonne d'avant-première, ça n'a fait que gonfler les chiffres. Ça marche bien pour Gladiator. Et si vous voulez avoir notre avis sur le film, il y a une critique sur la chaîne. Voilà pour le point pognon, mon cher Greg. À toi, quelle est ta première news? Fais-nous rêver. Alors du coup, Ker, on va parler à ton cœur. Je sais que le cinéma, les séries, tu aimes bien, mais il y a quelque chose... De quoi? J'ai dit heureusement, c'est un peu le sujet de la chaîne. Oui, non, mais par contre, il y a un truc qui... La passion est très présente, hein. Donc, pour rester un peu dans la thématique, on va parler de pognon. Et en fait, il y a Hollywood Reporter qui a sorti un récapitulatif des sous, des brousoufs, comme on dit de par chez toi, du kilo de betterave qu'on gagne en fin de mois. Eh bien, le truc, c'est que de tous les gens qui travaillent dans l'industrie à Hollywood. Et alors, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Un réalisateur est payé à la semaine, un réalisateur classique, pas un grand nom et tout. Il cite par exemple Ridley Scott qui gagne 20 millions par film. C'est tranquille, il peut se faire Gladiator 4. Et donc en fait... Il peut aussi s'arrêter à Gladiator 2. Oui. Il peut. C'est ton idée. C'est toi qui l'as dit. Et le truc, c'est que sur un film à gros budget, un Yes Man prend 23 777 $ par semaine. Donc un Yes Man qui fait un film, donc un réalisateur dont vous ne connaîtrez pas le nom. Mathématiquement, s'il fait durer le tournage, il peut récupérer 20 millions comme Ridley Scott, non? C'est ça. Après, il va juste être viré parce qu'il aura fait dépasser le tournage, mais il pourrait tenter. Donc ça veut dire un Yes Man, un de ces réalisateurs qui sont des réalisateurs de commande, dont personne ne se retient les noms, etc. C'est 100 000 $ par mois, donc c'est plutôt
plutôt costaud, sachant qu'en plus ils vont avoir de la pré-production et de la post-production. C'est effectivement un job qui a l'air d'être lucratif. Dans Yes Man, t'as des noms qui te viennent à l'esprit? Moi, est-ce que c'est le cas de Christophe Nolan? Tu sais, Christophe Nolan, le mec qui a fait Inception. Bah lui, c'est l'inverse. Lui, c'est plutôt... il dit non tout le temps. Du coup, un monteur. Alors, un petit monteur, il se fait à la télé 4200$ par semaine. Et alors, si on est vraiment un fou de chez fou et qu'on est plutôt sur du ciné, on est à 20 000$ la semaine. Donc là, évidemment, on vous parle de ceux qui font les films d'Hollywood, comme on peut les voir. Un studio exécutif, ça c'est plutôt pas mal. Un assistant commence son salaire à 50 000$ par an. Alors attention, juste un truc, parce que comparez pas ce que je vous donne avec les salaires français. Déjà, vous retirez la moitié pour comparer en France, parce qu'en France, on parle en brut, mais il y a énormément d'impôts qui sont, etc. Eux, ils n'ont pas d'impôts directs. Bah, par contre, ils ont des assurances, ils ont des trucs, l'éducation, la santé, il faut qu'ils payent tout en plus. Donc en gros, ils ont 50 000$ quand ils commencent. Mais par contre, ça peut assez vite monter, puisqu'un simple exé est à 120 000$. Et quand on passe exé++, les salaires sont entre 500 000 et 600 000$ par an. Ça commence à être sympatoche. Là, c'est le moment, je pense, qu'ils réfléchissent à la piscine. Alors, ce qui est marrant, c'est les avocats. Les avocats qui travaillent du coup à Hollywood prennent 5% en moyenne de commission sur ce qu'ils vont gagner, enfin sur le procès qu'ils gagnent. Et ils sont entre 175 000 et 250 000$, ce qui est une somme coquette quand on considère que c'est par mois. Donc ça c'est pas mal. Alors la catégorie qui était un ancien cascadeur va vous en parler mieux que personne. Donc les cascadeurs commencent leur salaire à 1200$ par jour ou à 4500$ par semaine. Ouais, alors vu que tu... Pour avoir le risque de mourir, je pense que... Voilà, en tant que professionnel, je peux donc faire mon retour là-dessus. Je gagnais beaucoup moins quand je faisais les cascades de Louis la Brocante. D'ailleurs, est-ce que tu peux, pour tout le monde, nous faire une cascade sur ta chaise en réel, s'il te plaît? Bah, je peux, oui. Je vais essayer. Je te garantis rien. Attends. Fais Louis la Brocante qui va à la cave. Ouais. T'as vu? Ok, pas mal, hein. C'est la cascade française. Et les gens qui nous écoutent sur Spotify sont ravis. Les maquilleurs et maquilleuses sont à 1000$ la semaine. C'est facile, c'est tout rond. Un styliste est à 1500$ pour s'occuper un petit peu des cheveux. Kerr et moi, tous les deux, bientôt, on n'en a plus besoin, ça fera des économies. Du coup, ensuite, on a le gaffeur, la personne qui s'occupe donc de préparer la lumière, déplacer des projecteurs, etc. Il est à 60$ de l'heure en minimum. Donc, on est sur le salaire qui est juste qui est concrètement, il va pas au même restaurant que les autres. Et le mec qui fait le contrôle technique des voiturettes utilisées sur les tournages. Je pense qu'il est au SMIC. Ah. Et donc les animateurs, donc ceux qui font les dessins animés, des trucs comme ça pour Hollywood, c'est 1800$ la semaine quand ça commence, mais ça peut monter assez vite à 3000$ la semaine, encore une fois divisé au minimum par 2 pour avoir un équivalent avec les salaires français. Je pensais que Jean-Luc Reichmann gagnait plus, parce que lui aussi est animateur. Mais là c'est quand même un animateur, tu vois, humoristique. C'est vraiment. Attention Attention à la marche. Oh. Est-ce que tu es en train de déposer ton CV? Est-ce que c'est une manière de déposer son CV pour essayer de refaire l'émission? Alors, les producteurs, un producteur vétéran peut sur un film avoir un salaire qui va être genre en une fois de 2 millions de dollars upfront, c'est-à-dire ça commence, tu dis bonjour, il prend 2 millions de dollars. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ont fait la guerre. Pourquoi t'as arrêté sur les producteurs vétérans? Ah,
Se moquer des anciens combattants, je suis pas Non, sûr. genre, Je suis pas sûr. je me moque pas du tout des. Alors, les personnes qui sont donc les showrunners ou les scénaristes particulièrement télé, donc eux, alors, quand on est membre de l'équipe d'écriture, on est à 5 000 $ par semaine, avec un minimum garanti de 20 semaines de travail sur certains shows. C'est pas dégueu. Et ensuite, on continue avec un pilote, pour un showrunner qui développe un pilote pour un projet qui est en développement, c'est-à-dire qui n'est pas encore signé. Juste, on a dit, ok, ça nous intéresse, écris-nous premier épisode. Ça va de 225 000 $ à 500 000 $. C'est pas moche. Et après, quand c'est validé, alors là, par contre, les ranges de prix, c'est un peu tout et n'importe quoi. De 8 millions de dollars à 40 millions de dollars en fonction de la série et tout pour les showrunners, du nombre d'épisodes, est-ce que c'est famous ou pas. Mais clairement, je pense que le mec, il se fait quelques cheveux blancs. Mais à la fin, lui, la piscine, c'est sûr, il l'a prise. L'auteur de film, il est payé 350 000 $ à 500 000 $. Et franchement, alors c'est des montants qui sont oufissimes, on est bien d'accord, mais le truc c'est que par rapport aux autres, je comprends que les scénaristes disent « vous vous foutez un peu de nous, on est les seuls à pas pouvoir croquer la piscine ». Et je suppose que le producteur lui dit « t'inquiète, je t'inviterai de temps en temps », puis qu'en fait il l'invite pas, et du coup ça crée des grèves. Dans la piscine. Des grèves de piscine, tout à fait. Je suis pas du tout sûr que c'était vers là que je voulais aller, mais... Non, Qu'est-ce que tu penses de ces salaires, mon cher K ? Toi qui vis dans le monde rural, comment tu réagis ? Non, mais c'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les salaires sont énormes. Évidemment, ils sont énormes. Le truc, c'est qu'il y a eu une grosse inflation du prix des films ces dernières années, et surtout chez certains studios. Et donc forcément on peut se dire que c'est un peu lié à ça. Après c'est comme les joueurs de foot en fait, ils ont des salaires qui sont absurdes quand tu les compares avec des salaires du quotidien, mais ils sont dans un monde où tout ramène énormément d'argent et du coup ça a une espèce de sens, pas sens, etc. C'est toujours assez bizarre de parler de ces super salaires dans des niches comme ça, comme Hollywood. Et juste, je ramènerai à 2 informations. La première, c'est que Hollywood, on en parlait dans une des dernières news, la dernière ou l'avant-dernière, il n'y a jamais eu aussi peu de tournages à Hollywood. Pour justement toutes ces réglementations, les salaires énormes, etc., les studios vont tourner ailleurs. Là, c'est 2023 était la plus petite année, 2024 est parti pour être la plus petite année encore plus. Donc, les studios américains essayent de baisser leurs coûts et les studios et streamers essayent de produire de plus en plus dans d'autres pays, en Asie, en Europe également. Et j'ai dit des pays et après j'ai cité des continents. Donc c'est aussi potentiellement un petit peu lié à ça. Et pour finir, il y a pas mal des jobs que je viens de citer qui sont jobs de producteur dans une certaine partie, scénariste dans une certaine partie. Quand on voit que c'est aussi sur ces rôles-là qu'il y a le plus de travail d'IA, c'est assez cohérent que les studios veuillent économiser un petit peu tout ça. Voilà. Ouais, alors moi je vais partir sur plein de petites news, mon cher Greg, donc je vais m'arrêter en route, ne t'inquiète pas. Un petit mitraillage comme ça, parce que l'actu est très riche. On va commencer par une actu sur The Witcher, saison 4. L'acteur qui jouait Constantine dans Killing Eve et qui jouait Vesemir, bien évidemment, dans la série, donc qui s'appelle Kim Bodnia, ne reviendra pas dans la saison 4 de The Witcher. Donc on perd Henry Cavill, on perd également l'acteur qui jouera Vesemir. On ne sait pas s'il va être recast pour l'instant. Autre news qui n'a rien à voir, mais cette fois on part sur Beetlejuice avec Michael Keaton. Le Beetlejuice a été un joli succès pour Tim Burton et donc pour son acteur principal Michael Keaton. Et du coup Michael Keaton a dit qu'il était hyper emballé à l'idée de refaire un 3e film. Il a même dit qu'il pourrait faire des films Beetlejuice chaque année, tellement il aime ça. Une news qui moi m'a fait vraiment plaisir, c'est Paul King, le réalisateur donc des 2 Paddington,
qui a annoncé qu'il allait réaliser la suite de son dernier film. Et son dernier film, c'est quoi? C'est Wonka avec Timothée Chalamet. Et ben Wonka va avoir une suite qui est une de mes plus grosses surprises de 2023, Wonka. Alors, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Moi, je fais partie de la catégorie de j'adore Wonka. Donc, j'ai trouvé le film très réussi. Alors, c'est pas non plus un incroyable chef-d'œuvre. Je suis pas en train de dire que c'est mon goth des films. Je sais que Greg, sinon, va très vite sauter sur le truc pour le dire. Non. Sachez qu'il y a un L'Âge de glace 6 qui est en production. Et il a même une date de sortie. C'est pour 2026, Noël 2026. Et je termine cette vague de news, mon cher Greg, par le casting du prochain Christopher Nolan, qui lui aussi sortira en juillet de l'année 2026. Donc pas, il sortira en 2026 comme L'Âge de glace, mais pas à la même période, puisque Nolan maintenant aime l'été. Depuis le carton d'Oppenheimer, ça lui a moins réussi sur certaines sorties. Dunkerque notamment, mais ça avait net, et ça avait très bien marché à l'époque sur Inception. Donc l'ami Nolan a annoncé son nouveau travail sur un film dont on ne connaît pas du tout le sujet. Voilà, et on sait juste une chose, c'est le casting. Et le casting, il y avait déjà le nom de Matt Damon qui est attaché au projet, ça a été officialisé. Également officialisé le nom de Anne Hathaway, donc Damon et Anne Hathaway ont déjà travaillé avec Nolan. Matt Damon a travaillé avec lui sur Interstellar et sur Oppenheimer notamment. Et Anne Hathaway a travaillé avec lui sur The Dark Knight Rises, sur Interstellar aussi. Et ils sont rejoints donc par 3 nouveaux acteurs dans l'écurie Nolan. Un couple, puisque c'est le couple Tom Holland-Zendaya qui vont avoir un rôle majeur dans le film. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux que l'arrivée de Tom Holland et de Zendaya dans le film faisait un peu grincer les dents. Moi j'adore Zendaya, alors, Tom Holland je m'en fous, mais Zendaya je l'adore, donc moi ça ne me déplaît pas. Et enfin la dernière actrice qui rejoint le projet, qui est c'est quand même cool de se dire qu'il va y avoir Spider-Man. Oui. Oui. Je sais pas quel est le rapport avec le reste du film, mais peut-être moi qu'il y aura autre chose. J'ai toujours été un grand fan de Spider-Man. Qu'on voit Spider-Man dans Tenet 2, tu vois, pourquoi pas? C'est un crossover. Ouais. Et enfin, donc la dernière actrice qui rejoint le projet, c'est Lupita Nyong'o, Oscar de la meilleure actrice dans un rôle dramatique, secondaire dramatique, pour le film 12 Years a Slave. Excellente actrice. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup ce casting. C'est pas non plus Tom Holland. Et voilà, s'il y en a un qui m'emballe moins dans le lot, c'est Tom Holland, mais sinon, je trouve que c'est très très solide, comme tous les Nolan. Et quand on voit ce qu'il a fait de ses acteurs et actrices dans Oppenheimer, la manière dont il les a dirigés, eh ben, on peut s'attendre à des choses très bonnes. Nolan a l'air en forme. Voilà, mon cher Greg, pour ces quelques news. Est-ce que tu crois que c'est Robert Downey Jr. qui a dit, qui a appelé Nolan et qui a dit bon, tu m'as mis bien. J'ai un gars là qui est en galère. C'était mon apprenti dans un métier avant. Tu peux le prendre et le remettre sur des bons rails. Je suis pas sûr qu'il ait cet accent, Robert. Mais parce que je te fais la traduction d'accent. Oui, bah, évidemment. Attends. Il y a la traduction d'un mec du Sud aux États-Unis, donc je suis un accent du Sud en France. Tom Holland qui a dit que il n'avait jamais eu dans sa carrière autant de pouvoir parce que là, il était en train de renégocier pour signer ou pas les prochains Spider-Man. Oui. Et qu'il hésitait et tout. Et l'intervieweur lui dit « Mais parce que vous n'avez pas envie de les faire ?» Et Tom Holland tout de suite « Ah si !» Le mec nul en négociation. Si. Mais je voudrais vraiment que les films soient bons. Et c'est marrant parce que la manière dont il en parle, il dit pas que les films d'avant étaient nazes. Mais on le comprend un petit peu. Et c'est marrant à écouter. Voilà. Et puisque tu cites Tom Holland, j'aimerais aussi le citer. Et quand il avait dit cette phrase très célèbre, le changement, c'est maintenant. Ah non, ça, pardon, c'est François Hollande. Bon, bah à toi, là. Et donc, Kerr, tu parles de politique. Eh bien, ça me donne j'ai juste cité un nom de François Hollande, c'est tout. Hein. Bah, je vais citer un autre politicien d'un autre banc du spectre. Et donc, en fait, il y a Rachel Zegler, qui est donc l'actrice qui joue Blanche-Neige dans le film Blanche-Neige.
et qui a fait, quand Trump a été élu, a fait une diatribe en disant des mots durs, hein, des mots, on sentait qu'elle était colère. Elle dit je souhaite à Trump et tous les voteurs de Trump et à lui-même de ne jamais connaître la paix. C'est Miss France, tu sais, qui fait toujours le discours pour la paix. Et en fait, Miss France, quand elle est en colère, elle dit je leur souhaite pas la paix. Et du coup, elle dit que c'est une maladie du pays américain et que ça va amener 4 ans de colère et de haine entre tout le monde. Bref. Et du coup, ces dernières années, des propos anti-Trump, des propos plutôt du côté démocrate en fait, du spectre américain, étaient un peu la norme à Hollywood. Et là, cette fois-ci, donc Trump élu, eh bien, elle a dû faire paraître un message d'excuse en disant que ses émotions avaient pris le contrôle, qu'elle s'en voulait, qu'il fallait pas diviser les gens et tout et tout. Donc en fait, c'est pour moi clairement le signe que ça y est, les gros studios ont dit bon bah on a changé de camp, on change de camp. Et que ça y est, ils sont en train de remettre tout le monde d'accord. Alors attention, je suis pas en train de dire que Disney maintenant va faire la nouvelle réadaptation de Richie Rich. Je sais pas pourquoi, pour moi Richie Rich ressemble à ce que Trump devait être quand il était enfant, avec des kilos en moins. Et le truc c'est que, et au final, mon point, c'est ils veulent pas diviser le pays d'un point de vue politique. Et du coup, il y a une espèce de reprise de contrôle sur ce que les acteurs et personnages influents d'Hollywood vont pouvoir et ne pas pouvoir dire assez rapidement. Et du coup, Kerr, toi, t'en penses quoi de ce changement de direction qui est vraiment... Ils n'ont même pas attendu son investiture pour changer les choses. Alors, pour moi, il n'y a pas du tout de changement d'orientation de quoi que ce soit. Là, Rachel Ziegler, elle s'excuse un peu forcée sur les réseaux sociaux, et une des raisons notamment, c'est parce qu'elle est victime de cyberharcèlement depuis des mois et que sa déclaration n'a pas du tout aidé, et elle est loin, très très loin d'être la seule à Hollywood à avoir tenu ce genre de propos au moment de la réélection de Trump. Donc voilà, après c'est leurs avis, ils ont le droit de s'exprimer sur le sujet comme ils le souhaitent. Et justement, c'est mon point. Si quelqu'un veut donc, s'exprimer pour dire qu'il aime bien ou qu'il aime pas Trump, paix et longue vie à lui. Mais là, moi, j'ai pas vu le studio dire Terminado, les démocrates, on est républicains. Regarde le message, c'est un message d'un publiciste. C'est une demande de Disney parce que le film va sortir. Une vague de ouf, Rachel Ziegler. Elle est, depuis qu'elle a pris le projet Blanche-Neige, elle se fait torpiller. C'est-à-dire la promo de Hunger Games, où elle est excellente dans le film, elle s'est fait torpiller non-stop. Donc je pense qu'il y a aussi du ras-le-bol, tu vois. Elle est partie dans le conflit aussi en tenant ces propos-là sur Trump. Elle se mange une tonne de commentaires, peut-être aussi qu'elle en a juste marre et qu'il n'y a pas forcément de volonté du tout Hollywood de partir en mode pro-Trump. Hein. Là, alors j'ai pas dit rares déclarations que j'ai vues, moi. Pro-Trump, j'ai dit que les studios ne veulent pas diviser leur audience. Ah mais ça c'est sûr, Ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Je pense que là, il y a un changement de point de vue. Ils veulent faire du blé, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, le truc, c'est que le côté taper sur les gens qui ont voté sur Trump, je pense que ça, à Hollywood, c'est quelque chose qui a eu lieu beaucoup. Je pense que ça n'aura plus lieu à la maintenant. Mais bon. Toi, tu dis que tu ne penses pas. Je dis que je pense. J'ai envie de dire, on verra. Non, je te rejoins sur le fait que je pense qu'ils veulent se faire de la thune et que je pense qu'ils ne veulent pas diviser les Américains, surtout à un moment donné où la division entre Américains peut faire des dégâts. Je pense que c'est qu'une question d'entrée militaire. Mais du coup, pour aller sur ensuite le petit Blanche-Neige, eh bien sachez que pour tous ces... Alors on en a parlé, Disney fait des annonces où ils mettent de plus en plus de brousouf sur leurs films, mais assez bizarrement, c'est aussi
le moment où ils font le plus de demandes de crédit d'impôt en retour des sous qui sont investis dans les films. Y a-t-il corrélation? Nous ne savons pas. Et le truc, c'est que du coup, eh bien, ces retours de taxes donnent une indication sur le budget du film. Et le budget du film envisagé donc sur Snow White serait 259 millions de dollars. Donc vraiment un film sur lequel Disney doit avoir des très grosses attentes pour ce live action. On verra si le film réussit à être rentable. Du coup, pour être rentable, il faudrait qu'au minimum, le film soit à 560 millions de dollars. Donc, ça fait une somme. Je te laisse la news suivante, mon cher Kerr. Eh ben, autre news, mon cher Greg, on en a parlé dans la vidéo Star Wars, si je ne dis pas de bêtises, qui est dispo sur la chaîne, mais je vais la redire là. Il y a une série en développement chez Amazon, Mass Effect, donc voilà, avec... Donc, attention, côté émotion, là, vous êtes content, ouais, ça va être trop bien. C'est le scénariste de Fast and Furious 9 qui est en charge du projet. Voilà, donc tout de suite on se calme. Et on commence à flipper. On verra ça donc du côté de Mass Effect. C'était une des dernières très très grosses franchises de l'univers du jeu vidéo qui en plus était absolument parfaite pour le petit ou le grand écran qui n'avait pas encore le droit à son adaptation. Donc c'est chose faite avec Mass Effect. Voilà en série sur Prime Video. Tiens, on va rester dans l'univers un peu de la science-fiction avec le tournage de Dune 3 qui a un créneau de début qui serait donc début 2026. Voilà, on va passer sur un autre sujet qui est, rappelons un petit peu toutes les affaires autour de Neil Gaiman qui est poursuivi pour des allégations d'agression sexuelle. Et alors, Neil Gaiman est l'auteur de bouquins qui sont énormément adaptés actuellement donc sur petit écran et ça pose de gros problèmes à ces différentes adaptations. Le marasme dans lequel est Neil Gaiman. Et il y a eu un projet sur Disney+, qui a été annulé, on en parlait dans une précédente vidéo news. Il y a la saison 2 de Sandman sur Netflix qui a été tournée, et on a très très peu de news sur celle-ci. On ne sait pas si elle est vraiment menacée ou si elle va être diffusée, mais avec peu de promos par exemple, et que Netflix va un peu la sacrifier. En tout cas, Prime Video n'a pas attendu et a d'ores et déjà sacrifié l'autre série adaptée de l'univers de Neil Gaiman qui était actuellement en diffusion, c'est Good Omens, qui donc devait avoir une saison 3, et au final, Prime Video a dit hop hop hop, on arrête. Et ils ont annulé le tournage de la saison 3 et ils ont décidé de conclure la série avec un plus long épisode de conclusion, et ensuite on enterre définitivement Good Omens. Voilà, c'est dommage pour tous ceux qui aimaient les productions de Neil Gaiman. Mais bon, hein, il avait qu'à pas se comporter comme une ordure s'il est réellement coupable donc de ce dont on l'accuse. Voilà, et puis je vais partir sur une autre info qui cette fois fait vraiment plaisir, mon cher Greg. C'est que Scrubs, la série Scrubs, pourrait revenir avec un comeback qui serait bien fignolé, si on en croit donc Zach Braff, qui a incarné JD dans la série d'origine. Et là, il est ouvert à l'idée donc d'un retour de Scrubs pour 1 ou 2 saisons, dit-il, avec l'équipe initiale, il dit, pour rire avec tout le monde, que pour lui ça serait un rêve, et que il le dit, le créateur, donc Lawrence, qui était le showrunner de Scrubs, avance bien sur le projet. On rappelle qu'il a notamment bossé depuis sur Shrinking et Ted Lasso pour Apple. Donc voilà, et ça, on devrait avoir des news un peu plus concrètes très rapidement pour Scrubs. Et dernière petite news là, comme ça, avant de te rendre la parole, mon cher Greg, sur un film qu'on attend beaucoup, qui est Mickey 17, donc avec Robert Pattinson, le nouveau film donc, du réalisateur de Parasite, Bong Joon-ho. Et ben, ce film a encore été décalé. On l'avait mis dans notre top 5 des plus grosses attentes de 2024. Il a été décalé à début 2025. Et là, il est décalé à avril 2025 afin d'être adapté pour l'IMAX, mon cher Greg. Donc bon, voilà, c'est que quelques semaines de plus, c'est pas non plus dramatique, mais toujours est-il que ce film est retardé. En veux-tu, en voilà, il y a un trailer qui est sorti, et comme le montre Daniel à l'écran,
Il y a également plusieurs affiches qui sont très réussies. Le trailer donne très envie. Voilà, mon cher Greg, à toi. Et du coup, mon cher Kerr, enchaînons par une petite vidéo sortie de Disney qui fait la promotion de Hulu et de Disney aux États-Unis et sur tout ce qui va arriver en 2025. Il y a énormément de contenu. On savait à peu près tout. Il y a quelques nouvelles dates. Voilà, et ils trichent un petit peu puisqu'ils ajoutent aussi du contenu qui sort en décembre. On y voit quoi? On y voit pas mal d'annonces. On y voit beaucoup d'images du prochain Daredevil qui est devant Fisk, qui a le petit pins de ceux qui se présentent dans des élections américaines, donc ça peut être marrant. On a du coup deux séries Star Wars. On a Andor, la saison 2 qui est annoncée pour avril 2025. Et on a Skeleton Crew qui, lui, sort en décembre. Skeleton Crew qui, mon cher Kerr, je vais te demander un petit peu ce que tu en penses. Mais moi, je suis très surpris du look. Je sais pas si ça va être bien, ça va être nul et tout. Mais il y a vraiment un look très années 80, années 80, fin 80, 90. On est complètement dans l'univers de Stranger Things, mais collé avec Star Wars. C'est très étrange. Les différentes espèces dans Star Wars sont du coup représentées de manière un peu différente, un peu plus polissée, changée, modifiée. C'est vraiment très étonnant. Vraiment en termes de look, j'ai jamais vu Star Wars comme ça. Je sais pas du tout ce que on peut. Est-ce que toi tu l'attends, mon cher Kerr? J'ai pas trop regardé d'images volontairement pour avoir un peu la surprise, mais de ce que j'en ai vu, ça a l'air chouette. Donc pourquoi pas, petite série sympa de fin d'année, qui n'aura pas l'ambition d'un The Acolyte, mais j'ai envie de te dire, les dernières séries Star Wars qui sont arrivées avec pas d'ambition étaient les meilleures, parce que je pense à Mandalorian ou Andor. Andor a pas fait de bruit, c'était sur un personnage de Rogue One, donc j'ai envie de dire tout le monde s'en moquait. Et c'était très très bon. Mando, c'était super. Et les séries qui sont arrivées vraiment avec... on va vraiment apporter beaucoup de choses à l'univers Star Wars, faire avancer le schmilblick, ou alors on va ramener des personnages d'avant, et vous allez voir, ça va être ouf comme Obi-Wan ou Ahsoka. M'ont déçu, donc je crois plus en Skeleton Crew. Et je parle même pas de The Acolyte qui est arrivé en disant, nous, c'est... la Haute République, vous allez voir, c'est incroyable et tout. Et en fait, on a été déçus. Là, Skeleton Crew arrive, est discrète et elle a un look qui a l'air rafraîchissant. Et comme tu l'as dit, du jamais vu. Et mine de rien, c'est cool, du jamais vu. Eh bien, on enchaîne avec d'autres trucs jamais vus. Une série Alien qui s'appellera Alien Earth. Il y a une autre série. Ça, j'attends série. Énormément. C'est vrai ? Ah ouais. Moi, je suis pas du tout Alien, ça me parle pas du tout. Mais le truc, c'est que là, on a enfin un Alien sur Terre, autre que Alien versus Predator. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et j'ai hâte de voir aussi s'ils vont s'éloigner de ce qu'ils ont développé dans Romulus, c'est-à-dire la facilité, et proposer quelque chose de plus original et de... Est-ce qu'il va arriver dans les années 90, une fille avec des pouvoirs va devoir le combattre Non, pas du tout. Bon, j'ai tenté, c'était Stranger Things le pitch. Du coup, une série Chair de poule, pour ceux qui aimaient bien la série des bouquins, avec Ross, David Schwimmer, qui ressemble à faux Ross de la série, pour ceux qui se souviennent de cet épisode. Et du coup, il va y avoir également quelques séries dont on n'a pas trop entendu parler, la série Paradis, avec quelques visages un peu connus, mais globalement, le gros Heavy Hitter qui arrive après, c'est Ironheart, donc la série Marvel qui se veut grosse série Marvel. Je suis très curieux de voir si ça va être bien ou pas. Pour l'instant, il y a du pognon, hein, en tout cas dans le trailer, il y a du pognon. Oui, dans le trailer, il y a du pognon. Après, quand je réalise ce que je dis, la grosse série, je pense que la grosse série, c'est Daredevil, et la série d'après, c'est ça, et une série humour de Cow Powers sur le football américain. Voilà. Et pour ceux qui ont bien aimé la série Percy Jackson, eh bien, la saison 2 a quelques images. Voilà. Si je ne me trompe pas, le nom du deuxième bouquin sur lequel sera basée la série, c'est La mer des monstres, un truc comme ça. Voilà. Donc, un line-up qui
peut paraître costaud. Malheureusement, il ne faut pas oublier que là, on a cité peut-être moins de 12 séries pour les 12 prochains mois, enfin 13 prochains mois, puisqu'ils incluaient décembre. Donc au final, il y en aura si d'autres quand même. Si on remixe un peu tout ça, il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'est les seules qui ont des images. Je trouve que c'est, encore une fois, comme souvent avec Disney en ce moment, un petit peu timide. Ouais, et si vous voulez avoir notre avis sur Disney+, n'hésitez pas à foncer sur notre dernière tier list des différentes plateformes où on compare donc toutes les plateformes actuelles, Netflix, Prime, Disney, on les classe. Donc voilà, principe d'une tier list et chouette moment si vous avez envie de savoir un peu ce qu'on pense des différentes plateformes. Eh ben moi je pars sur une autre news, mon cher Greg, et une news qui va forcément t'interpeller, alors soit te décevoir, soit te créer un peu de hype, mais tu ne vas pas être insensible à cette news. C'est quoi ? C'est qu'il y a un reboot en préparation de Friday Night Lights, la série sur les Panthers, l'équipe de foot américain, et du coach qui... j'ai oublié son nom, tiens. Coach Taylor, voilà, je n'ai pas du tout oublié son nom. Coach Taylor, interprété par Kyle Chandler, et donc voilà, coach, ils m'ont cassé la colonne, je peux plus courir, coach. Oui, mais vas-y, donne tout, petit, donne tout. Je sors plus mes jambes, coach. Mais non, c'est pas ça, non, c'était dur. Donc, alors on ne retrouvera pas les mêmes personnages, on ne retrouvera pas le coach Taylor, on ne retrouvera pas Matt Saracens non plus. Voilà, bon, il y aura un nouveau casting, nouveau personnage, mais par contre un truc qui reste, c'est le showrunner de la série, donc Jason Katims, qui reprendra les commandes donc de cette nouvelle série, avec le même producteur exécutif, voilà, donc il y a la base, le showrunner, des gros changements. On n'est plus tout dans la même époque. Ça sera sauce 2025-2026. Qu'est-ce que tu en penses de cette possibilité-là de Friday Night Lights, d'un retour ? Écoute, c'était bien, c'est récent. Alors, ça m'a vieilli. En fait, il faut qu'il retouche l'image pour qu'elle soit Friday Night Lights, le samedi, tu vois, un truc qui casse tout, quoi, un truc de ouf. Mais il faut que ce soit un autre univers, il faut pas que ce soit juste un remake. Si c'est les mêmes personnages, c'est un peu dommage. Ça sera pas les mêmes personnages. Et c'est le même univers ? Ouais. On est sur Terre 1 ou on est sur Terre 612 ? Ça sera toujours les Panthers, apparemment, mais avec d'autres personnages. On n'a pas trop d'infos dessus. Moi, deux choses. Soit, on n'y touche pas, c'est une mauvaise idée, et allez regarder Friday Night Lights, parce que c'était vraiment ce que je disais sur les réseaux sociaux, notamment Blue Sky, vu que en ce moment c'est tendance, YGCar comme sur Twitter. C'est une série chouchou pour moi et pour toi aussi, si je dis pas de bêtises. Et le truc, c'est que soit vous regardez l'ancienne, soit, à mon sens, on fait une suite et on reprend du coup les mêmes personnages. Et par exemple, t'as des personnages qui étaient joueurs qui deviennent coach ou qui deviennent assistants coach du coach Taylor, etc., etc. Là, ça serait cool. Après, Kyle Chandler, il va pas revenir, il a des projets là dans les cartons et notamment la série Lanterns, donc ça devrait être sans lui. C'est dommage parce qu'il joue beaucoup dans le fait qu'on aimait beaucoup cette série. Le casting y est pour beaucoup, c'est indéniable. Les différents membres de l'équipe des Panthers, leurs copines, sa fille, etc., sa femme. C'est vraiment une série qu'on a aimé, je pense, pour ses personnages et les interprètes. T'en penses quoi ? Écoute, pourquoi pas ? Et du coup, je prends la balle au bon. Et j'enchaîne avec une news suivante. La news suivante, mon cher Kerr, c'est le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Une réaction ? Oui. Et du coup... Visuellement, c'est très beau. J'ai vu le trailer, c'est très beau. Et tu sens le Seigneur des Anneaux ou pas ? Non. Mais c'est moi, je l'ai pas senti. Et ils ont fait une affiche taille de ouf qui est très très réussie. Ouais. Taille de ouf, c'est quoi pour toi ? Parce que on rappelle que tu es. Bah, c'est pas une. La chaise. Quoi ? Elle est très large. C'est une affiche très large qui du coup montre énormément de choses. Très bien. Et donc en fait, déjà, j'avais complètement oublié que ce film existait. J'ai vu la bande-annonce. Je me suis dit, ok. Et mon cerveau
a, et c'est incroyable, oublié que ce film existait. Il a mis cette info de côté. Et donc, c'est pour rappeler qu'il y a la communication très timide sur le film qui vient de faire sortir la musique de fin. Ça sort le 11 décembre. Donc, dans moins d'un mois au moment où on enregistre. Une réaction ? La communication qui est discrète m'étonne pas du tout. Le film nous, on s'est ambiancé. On a notamment parlé sur la vidéo des films les plus importants de l'année 2024 parce que c'est Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est un film animé sauce japonaise. Je pense pas que c'est un film qui est amené à avoir un énorme succès en France, aux États-Unis et compagnie. Hein. Donc je suis pas méga étonné que la promo soit discrète. Et du coup, par rapport à cette promo méga distraite et au fait que, comme tu disais, tu penses que le budget est plutôt restreint, une réaction ? Et du coup, Kerr, par rapport à cette attente qui est assez mitigée, au final, est-ce que tu as une réaction peut-être ? Bon, vas-y, j'enchaîne. Ok. Bon, donc tu veux que j'enchaîne ? Il n'y a pas de souci. Non, vas-y, je veux faire. Si tu veux réagir par j'enchaîne. rapport au fait que j'enchaîne, tu me Non, demandes. je vais réagir. Non, je réagis en enchaînant. Et tu pourras réagir au fait que j'ai enchaîné à la place que tu enchaînes. Une news sur Dune, partie 2. Il y avait pas une polémique, mais il y avait un truc qui avait un petit peu déçu les fans de Dune et aussi la Warner. C'est que la bande originale d'Alzheimer de Dune partie 2 n'était pas éligible aux Oscars. Pourquoi ? Eh bien parce que il y avait énormément de morceaux de Dune partie 2 qui étaient déjà sur la BO de Dune partie 1. Et qu'en fait, lorsqu'un film, une suite, utilise beaucoup de morceaux qui ont déjà été éligible et présent aux Oscars, il ne peut pas se pointer une seconde fois. Et ben en fait, il y a une modification et en fait, c'est bon. Dune partie 2 pourra être présente aux Oscars. Donc peut-être Alzheimer aura un nouvel Oscar pour Dune Part 2. C'est vrai que la BO était très belle. Est-ce qu'il y a cette année une BO plus réussie ? Nous verrons. Ce sont les Oscars qui vont décider à notre place. Bon, vous pouvez vous faire votre avis, bien évidemment. Autre news, Sous la scène, le très mauvais film de Netflix avec un requin dans Paris. Et ben même des requins dans Paris aura une suite. Tournage en 2025 avec Bérénice Bejo. Toujours. Voilà. Pas une bonne nouvelle ça. Mais bon, comme le film a cartonné, il fallait s'y attendre. Et puis un truc aussi qui est très intéressant, mon cher Greg, sais-tu qu'un Squid Game est en préparation chez Netflix ? Mais attention, un Squid Game sauce américaine. Et il y a un monsieur qui porte le projet. Et qui est ce monsieur ? David Fincher. Truc de ouf, non ? Donc c'est un spin-off de Squid Game. Donc c'est pas un remake sauce américaine, c'est un spin-off dans le même univers que la série coréenne. Donc potentiellement on pourrait avoir des interprètes du Squid Game original dedans. Donc là pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est le nom définitif, mais le nom de code de la série c'est Squid Game America. Et ça devrait commencer son tournage en 2025. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, avalanche de dates. Alors, il y a plein de dates, plein de choses qui sortent. Je vous les fais un petit peu dans le désordre. commencer ? 12 septembre, 14 octobre, le 6 juin. C'est des dates. Ok. Non ? Et alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais si vous êtes hyper fort en mathématiques, vous vous rendez compte que toutes les dates qu'il nous a données quand on fait les sommes, sont des chiffres premiers. Et là, c'est vous rendre compte que Kerr, en fait, c'est un génie. Du coup, pour revenir tout simplement sur les dates sur lesquelles je partais, The Last of Us Part 2 sort le 15 janvier 2025. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est... le 30 avril, il y a les Thunderbolts qui ont leur date et un nouveau trailer. Le 22 décembre, donc vraiment juste avant Noël, le moment où si vous n'avez pas de cadeau, bonne chance à vous dans les magasins. Et il y a What If, la saison 3 qui sort. Et puisqu'on en est aux dates, il y aura dans un an, donc là j'ai fait de très proche à très loin, dans un an, le 17 décembre 2025, il va y avoir Avatar Fire and Ash
et les cendres, le feu et la cendre. Et il y a des nouvelles images qui sont sorties. Et James Cameron a dit, il a teasé, il a dit que le peuple des cendres, eh ben en fait, l'endroit où il était, il a été détruit par des éruptions de volcans. Et eux, ils sont pas contents contre la planète. Et du coup, ils sont pas contents contre les navis de la forêt. Voilà, donc ils sont vraiment pas contents. Et dernière date, le 25 novembre, l'anniversaire de Care, qui a ouvert spécialement une page Tipeee. N'importe quoi. Non, vous pouvez envoyer des cadeaux. Il vous donnera pas son adresse, mais on sait jamais. Du coup, maintenant que tout ça c'est dit, je te laisse la news suivante, mon cher Care. À moins que tu veuilles réagir sur ton anniversaire, sur l'ouverture de ton compte PayPal. Non, mais arrête. Alors, il fait du cash transfert, du money union. Et il prend aussi les chèques cadeaux, enfin les cartes cadeaux Amazon. Mais pas du tout, je prends rien du tout. Et cartes Nintendo, Pokémon, il prend aussi. Mais non, pas du tout. Vous dites juste un joyeux anniversaire et j'en serais particulièrement ravi. Ça sera ça mon plus beau des cadeaux. La petite news sur Prime Video, mon cher Greg, pour vous dire qu'ils vont utiliser l'IA pour faire des récapitulatifs adapté à votre visionnage sur les productions originales Prime. C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez 2 épisodes et demi, et ben, ils vont vous faire un récap de ces 2 épisodes et demi. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Le seul gros bémol, c'est que ce soit bien évidemment fait avec des IA. Autre news pour vous dire que le Big Boss... Excuse-moi, Kerr, je vais me permettre de t'afficher façon XXL, comme certains disent, façon poster de... Je sais plus quel truc dont tu parlais tout à l'heure. Excuse-moi, mais c'est quoi ta contre-proposition ? C'est qu'il y a quelqu'un qui regarde l'épisode à côté de toi et qui dit « Ok, il vient de s'arrêter là, je te résume ». Non mais à un moment, être contre l'IA pour contre l'IA, ça n'a aucun sens. Mais ça crée T'imagines ce que ça voudrait dire ? Tu chiffres tes clés à un mec que tu connais pas. Il faut un roulement. Les mecs sont obligés de regarder avec toi. À quelle heure tu regardes en plus ? Tu ne le sais pas. Ton organisation, tu n'en sais rien. Donc, à un moment, c'est de l'IA. Oui. Dis le mec qui perdra son travail avec une IA. Autre news, mon cher Greg, c'est Casey Bloys qui en a parlé, donc le patron actuel de HBO. Il a parlé de quoi ? Il a parlé de la série Harry Potter et il a parlé du rôle de J.K. Rowling. Et J.K. Rowling, il a dit tout simplement qu'elle allait être impliquée dans le choix des réalisateurs et des scénaristes et qu'elle aura très probablement aussi un avis sur le casting. Donc voilà, J.K. Rowling est impliquée dans la production de la série télé Harry Potter, donc forcément ça fait grincer des dents. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Une déclaration d'Hideo Kojima, le accessoirement, créateur de Metal Gear il n'a pas le choix. Solid. En tant que scénariste, il avait souvent eu les droits de regard sur ces éléments-là. Donc en fait, il peut dire on est très content ou il peut dire on est victime. Dans les faits, il n'a pas le choix, quoi. Oui, il n'a pas le choix en effet. Hideo Kojima, donc le créateur de Metal Gear Solid, a réagi, a dit un truc qui a fait un peu réagir. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui. Il a parlé de Joker Folie à 2 et il a dit que l'image qu'on a du film Joker Folie à 2, qui pour l'instant est négative, eh ben, sera pour lui complètement différente d'ici 10 ou 20 ans. Ce qui est l'occasion pour moi de rappeler... C'est clair, les gens l'auront oublié. Donc forcément, ils n'auront plus la même image. Non, je pense pas. Bah alors là, du coup, tu repartis. Là, tu confirmes la tendance actuelle. Hideo Kojima, lui, dit autre chose. Il dit que les gens penseront que le film est loin d'être aussi mauvais qu'on le dit aujourd'hui. Et je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai trouvé Joker Folie à 2 être audacieux et est une franche bonne surprise. Je m'attendais pas à ça du tout. Par contre, le film est très clairement nous prend à contre-pied. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme news ? Tu voulais donner ton avis sur la série Agatha ? Non, pas du tout. Bah, très chouette. Non, le truc que je voulais dire, c'était Yellowstone. Yellowstone est revenu sur les écrans pour la deuxième partie de la saison 5, très très attendue, notamment aux États-Unis, où la série est un véritable phénomène. Pourquoi est-ce qu'elle était très attendue, cette deuxième partie ? Je recontextualise très rapidement. Kevin Costner s'est embrouillé avec la prod. Kevin Costner a été viré, c'était le héros de la série. Et du coup, comme Kevin Costner a été viré, ils ont annoncé la fin de la série
après cette partie-là. Donc initialement, la saison 5 ne devait pas être la dernière. Kevin Costner viré, ils ont fait donc la deuxième partie, et c'est la dernière. Donc forcément, pour les fans, il y a de la pression, quoi. C'est la fin de la série. Mais rajoutons quand même autre chose, c'était que du coup, comme Kevin Costner a été viré, il n'apparaît pas du tout à l'écran dans cette deuxième partie de saison 5. Et donc on allait découvrir ce qui est arrivé au personnage donc, de Dutton, le chef de la famille Dutton, interprété par Kevin Costner. Et les Américains ont répondu massivement présents devant leur écran pour la diffusion du premier épisode de cette deuxième partie, puisque c'est la meilleure audience historique de la série pour un season première, où là en l'occurrence c'est une deuxième partie, mais enfin c'est comme si c'était une season première. Et donc énorme carton d'audience. Et là où moi je trouve ça très cocasse, c'est que c'est catastrophique. C'est à mes yeux, hein, et j'ai vu beaucoup de commentaires et d'avis rejoindre le mien, c'est le plus mauvais épisode de la série pour moi. Je peux me permettre juste de spoiler un truc, parce que je trouve le fait qu'il meure électrocuté par la clôture électrique des vaches, j'ai trouvé ça complètement absurde. Oui, c'est en effet très étonnant, mon cher Greg. Et le truc, c'est que donc il y a déception par rapport à la qualité. Je disais Kelly Reilly, elle joue bien dans la série, mais là, elle est insupportable. Elle joue très mal dans cet épisode-là. On sent qu'ils savent pas du tout comment gérer la chose. C'est plus vraiment du Yellowstone. Enfin, c'est très étonnant. L'épisode prend énormément son temps. Enfin. D'ailleurs, si vous voulez ne pas voir Yellowstone, mais voir une autre série qui est excellente et qui vient de démarrer, il y a notre critique de Dune Prophétie qui est sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Un placement de produits Cult & Click, une vidéo de presque qualité faite sur une chaîne de presque qualité. Donc voilà, super. Et je reviens sur niveau-là, d'ailleurs, pour vous dire que il y a pas mal de gens qui nous ont dit que regarder 2 vidéos de presque qualité ne faisait pas une vidéo de qualité. Oui. Et j'avoue que c'est assez logique. Oui, c'est assez logique. Et je reviens sur Yellowstone pour dire que la diffusion de cet épisode a provoqué une vague de colère des fans américains de la série qui reprochent au showrunner la manière donc de traiter le personnage incarné par Kevin Costner. En plus, donc grosse audience, mais les critiques sur la qualité de l'épisode ne sont pas bonnes et il y a une polémique derrière. Je vais rejoindre ce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est grand temps que Yellowstone s'arrête et qu'on passe au spin-off. Voilà, mon cher Greg. Cette fin a été abrupte. Du coup, Warner Discovery a annoncé ses résultats du trimestre. Et comme Disney qui avait dit que ça y est, dans le streaming, il gagnait des sous, Warner Discovery a aussi annoncé qu'il venait d'ajouter 7,2 millions d'abonnés, ce qui les amène à 110 millions d'abonnés au total, ce qui commence à être assez sérieux, hein. On est sur du beau chiffre, et ils annoncent que enfin ils sont en bénéfice. Et puisqu'on est là-dessus, il y a une news qui est plus étonnante. C'est la news de Paramount, si j'arrive à retrouver mon petit Paramount, qui aussi annonce que pendant que je perds mes news, que Paramount Global a annoncé qu'ils avaient gagné 3,5 millions d'abonnés, les mettant à 72 millions d'abonnés total, et qu'ils font 10% de plus de brousouf, ce qui les amène à quasiment 2 milliards, 1 milliard 86. Et donc, Paramount dit que en fait, la grosse hausse serait due surtout à la NFL, à la Ligue des Champions de l'UEFA et des films comme A Quiet Place qui ont du coup boosté drastiquement leur audience. Alors, à ça, attention, il y a des analystes qui commencent à dire que comme par hasard, les années où il y a les renégociations syndicales, tous les grands studios disent qu'ils perdent des sous. Et assez vite, l'année d'après ou les 2 années d'après, c'est plus le cas. Ils disent tous qu'ils sont en train de faire du bénéf. Je pense qu'effectivement, il y a un truc assez étonnant, c'est qu'au moment où Disney commence à annoncer qu'ils font du bénéf, d'un seul coup, tout le monde fait la même chose. Donc soit effectivement, le monde du streaming, à force de licenciements, de choix de nouvelles plateformes, tout le monde est devenu rentable en 3 mois. Ou alors, et est-ce qu'ils sont réellement rentables ?
Voilà, Parce ou que, alors tu je vois, pense qu'on va avoir des analyses qui vont sortir au fur et à mesure de ces premières annonces qui sont faites pour la bourse, hein, tout simplement. J'enchaîne avec, du coup, le président de Lionsgate qui continue de faire des annonces sur des deals avec des boîtes d'IA, mais sans préciser toujours à quoi ça va servir. Il parle d'aide à la pré-production. Pré-production, c'est l'écriture du scénario. Donc c'est un peu étonnant. Et puisqu'on parlait de Paramount, eh ben en ce moment ils sont un peu dans la tourmente. Il y a une class action, donc c'est un procès aux États-Unis où plein de personnes font un procès en même temps parce qu'ils auraient vendu ou en tout cas donné accès à d'autres sociétés à l'historique de visionnage de leurs abonnés. Franchement, c'est pas cool, dit le juge. On verra ce qu'il dit, mais franchement, je trouve ça vraiment moyen que d'aller, quand on paye un abonnement, nous vendre nos contenus et tout, que les gens aiment bien, par exemple, des rom-coms. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas que les autres sachent qu'ils aiment bien les rom-coms. Peut-être qu'ils ont envie que tout le monde pense que c'est un gros dur et qu'en fait, de son côté, il regarde des rom-coms. Voilà. Et j'ai envie de dire... Mais Greg, t'as le droit de regarder des rom-coms. Mais je parlais pas de moi. moi. Je t'ai jamais jugé Tout pour de suite, ça. on parle de moi. Ah, c'est bon, les fixettes là. Oh, ça y est, la parano. Allez, on est parti, c'est la parano. Ok, d'accord. Voilà. Complot. Théorie du complot, direct. Oui. C'est à toi, mon cher K. Ah mais moi, je t'ai dit, j'ai terminé. Ah, tu as Basta. terminé. C'est pour ça que tu fais des galéjades. C'est parce que tu te sens libéré. Alors, du coup, j'ai une news caustique. J'ai Butler, Gérald Butler, qui ne Jimmy. fait plus... Pardon ? Pas Jimmy. Jimmy Butler. Celui où tu m'as dit que c'était le meilleur joueur de la NBA ? Non. Ce n'est T'es pas de vraiment lui un troll. dont je parle. À chaque fois que tu parles d'un joueur de basket, tu dis que c'est mauvais. Non, c'est Gérard Butler qui a pris pas mal de poids ces derniers temps et qui du coup pouvait moins être la star des films d'action. Eh bien, disait qu'il était très content parce que là, en fait, quand il va jouer, donc j'ai découvert qu'il allait jouer dans le live action de Dragon et T'as il vu va la jouer première donc photo le père et du coup il va jouer un personnage. Enfin, il va jouer le père, donc il va être extrêmement massif, en surpoids et tout, et que au final ça pesait très lourd, mais que ça l'a aidé que ce soit comme ça. J'ai deux news qui vont te faire plaisir, Kerr. Il y a le comptable, je sais pas comment ça s'appelle en français, ça s'appelle The Account en anglais. Je te laisse chercher. Le film Kerr, avec Ben Affleck Exactement, le film avec Ben Affleck. C'est pas Mr. Wolf ou je sais pas quoi en français. Si, c'est ça. Et ben il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite, personne ne l'attendait. 9 ans après, il y aura une suite. Ceci dit, le premier était pas mal. Il est R-rated pour le langage. Parce qu'il est déjà tourné, il est R-rated pour le langage. Ouais, et du coup, franchement, il sort le 25 avril 2025, hein, pour que vous ayez une date. Je suis très surpris, mais en même temps, voilà, c'est pas une mauvaise chose. Il y a une annonce qu'il y aura une suite. C'est surtout que comment est-ce que Ben Affleck a pu trouver le temps de tourner ce film entre les différents tournages de Justice League et de Batman? Parce que là, il est quand même très occupé. Vas-y, enchaîne. Et donc du coup, il y a Beekeeper 2 qui a été annoncé définitivement. Le tournage commence en janvier 2025. Je sais que c'est ton film le plus attendu de l'année. J'essaye d'enchaîner sans être trop long et je pense que j'ai fait presque toutes les news. Black Panther 3 aura Denzel Washington au casting. L'acteur a 69 ans, mais il est prêt à aller casser de la panthère. Son rôle n'a pas encore été annoncé au moment où nous enregistrons la vidéo. Pourquoi pas ? Voilà. Je te laisse réagir, mon cher Kerr, et clôturer la vidéo si tu te sens d'avoir cette pression de la clôture de la vidéo. Bah ouais, moi juste pour vous dire que Gareth Evans, le réalisateur des films The Raid et aussi de la série Gangs of London, va revenir sur Netflix avec un film qui avait été annoncé qui s'appelle Havoc, et au niveau du casting c'est du lourd puisqu'on a Tom Hardy dans le rôle principal,
Donc quand j'ai vu la news, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, bah, Greg va dire qu'on comprend rien à ce que dit Tom Hardy. Il y a Timothy Olyphant également, Forest Whitaker. On a aussi Zelia Mendes-Jones qu'on avait vu dans Fallout. On a Louis Guzman. Bref, il y a du lourd dans et Jesse Mailey aussi. Donc du beau monde dans ce film que j'ai hâte de voir. Parce Call que, me Jesse, call me maybe. Je t'ai pas suivi. C'est craquage. Le truc... On enregistre la vidéo de nuit. Ça, c'est peut-être Ouais. sorti. Je veux pas dire, mais nous, en tout cas, on le sent. Le truc, c'est que le réalisateur donc, de The Raid et de Gangs of London, et ben, au niveau action, ça a des potes. Et je vous invite chaudement à regarder Gangs of London. Notamment, je crois que c'est l'épisode 5, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Mais l'épisode 5 est complètement à part et qui est, en termes d'action, très impressionnant et qui met beaucoup de films du genre, les John Wick et compagnie, à l'amende. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, réagir à tout ça, à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Ça nous va droit au cœur. Vous pouvez nous aider sur Tipeee si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Cult & Click. Passez une bonne fin de journée.